Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Pour ce premier entretien, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir India Madhavi. Alors, c'est la première invitée et je déroge déjà à la règle du 15 de chaque mois pour accueillir quelqu'un, mais si j'ai choisi cette date du 4 avril, c'est tout simplement parce que c'est son anniversaire. India a été ma boss pendant 9 ans et elle est surtout devenue une mentor. C'est tout naturellement qu'elle a accepté d'être la première invitée et elle est comme une marraine pour moi et pour ce podcast qui me tient à cœur. Je dédie cette première interview à ma mère qui partageait avec India le goût des belles choses, l'entrepreneuriat et la même date d'anniversaire. On ne présente plus India Madhavi, architecte et designer de renommée internationale, polyglotte et polychrome. Elle a fait de la rue Lascaz à Paris le cœur de son écosystème. Elle nous explique comment elle a créé son propre business model, ce qui est finalement la clé de sa pérennité. Alors, bonjour India. Bonjour Lily. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Tu es ma première invitée. Ouais, je suis ravie d'être ta première invitée. Je suis ravie que tu inaugures cette émission podcast avec moi. Oh, merci. Alors, tu sais, le titre de ce podcast, c'est Everything Happens for a Reason. Tu connais l'histoire. Oui, je connais. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi ? Ça m'évoque toi, surtout, je pourrais dire. Mais écoute, oui, je pense qu'à un moment donné, les choses font un sens dans sa vie et parfois on fait des actions, on prend des décisions, on ne sait pas trop pourquoi, on le fait de façon intuitive et puis après on se rend compte que tout ça avait un sens et ça rentre dans le parcours de sa vie, de la vie qu'on avait envie de se donner, la façon dont on avait envie de se projeter. Et alors toi, tu as un mantra aussi, un leitmotiv ? Alors moi, je ne suis pas très mantra. Plutôt des sortes de petits conseils que j'aime bien donner quand on me demande quels conseils aimeriez-vous donner à des jeunes. Donc j'essaye de dire, d'essayer de viser juste. Et également peut-être de choisir ses compromis, parce que on est face toujours à des compromis dans n'importe quelle situation et savoir choisir ses compromis. Là, est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve ? Alors, on est rue de Grenelle, chez moi, dans mon salon, un samedi matin. Sur les canapés Oliver qui se font face. Oui, exactement. Et avec la lumière du matin. Bah oui, merci de nous accueillir chez toi. C'est un endroit qui te ressemble beaucoup. Et en même temps, quand on connaît ton travail, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être plus de couleurs, mais j'imagine que d'être tellement toute la journée dans la couleur, c'est un peu... tu as besoin d'un endroit chez toi un peu plus apaisé. En fait, c'est un endroit qui change au fil du temps. Et il y a des périodes où j'ai envie de plus de couleurs, des moments où j'en ai besoin de moins. Et là, c'est vrai que... du fait que j'ai maintenant une seconde maison à Arles, je dois dire que j'ai exprimé ma couleur pleinement là-bas et que ici c'est un endroit peut-être plus calme effectivement et c'est vrai que je jongle avec des couleurs toute la journée
et parfois j'ai besoin de repos. Donc la rue de Grenelle, elle est parallèle à la rue Lascaz, où tu as ton studio de création au numéro 5, showroom de mobilier au numéro 3, la boutique de petits objets au numéro 19. D'ailleurs, j'aimais bien dire que tu étais un peu comme les numéros de Chanel. Et récemment aussi, enfin plus récemment, tu as ouvert la Project Room au 29 rue de Bellechasse. C'est exact. Comment tu peux vivre juste à côté de tous tes lieux En fait, c'est arrivé de façon un peu organique tout ça, parce que je me suis installée ici, enfin j'étais là même avant de m'installer à mon compte. J'ai eu Miles et j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et en fait, il fallait que j'avais donc mon fils qui avait en fait, j'ai tout fait en même temps, c'est-à-dire que j'ai créé ma société quasiment en même temps que j'ai eu mon enfant, et il fallait que ce soit assez facile, que je perde pas trop de temps à circuler, à prendre des transports, et donc j'ai trouvé cet endroit rue Lascaz, et je me suis installée tout au début. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé donc j'ai ouvert mon bureau un studio de création pour de l'architecture d'intérieur. Et évidemment, la rue Lascaz, comme tu le sais, c'était un espace qui donne sur la rue, donc une sorte avec une vitrine. Une vitrine. Et ça m'a beaucoup encouragée à peut-être à exposer des créations que je réalisais pour mes projets. Et les années passant, cette activité de dessiner du mobilier a pris un petit peu plus d'importance. Je réalisais des prototypes que j'avais envie d'exposer. Et au final, j'ai commencé à trouver un autre bureau juste à côté et à concentrer un tout petit peu mes activités dans un même lieu. Et je vois vraiment ces espaces qui sont rue Lascaz comme une continuation de la création qu'on fait. Ce sont des vitrines du travail qu'on fait dans le studio. Et ça me paraissait assez facile de pouvoir les avoir en quelque sorte sous la main. Et personnellement, c'était pas forcément l'aspect commercial qui m'intéressait, mais c'était plus une façon de montrer le travail qu'on faisait souvent dans des lieux assez éloignés, puisque j'avais des projets aux États-Unis, j'avais des projets au Mexique, j'avais des projets à New York, et j'avais cette petite frustration de ne pas travailler plus à Paris, de ne pas pouvoir montrer mon travail à Paris. Donc naturellement, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un showroom, de pouvoir y exposer ces modèles de mobilier qui en fait sont dessinés, qui avaient été dessinés pour des projets en particulier et qui pouvaient avoir une autre vie que pour les projets pour lesquels je les avais dessinés. Voilà. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard, justement, de parler de tout ce business model que tu as créé, parce que c'est quelque chose de très spécifique et que j'ai envie qu'on approfondisse un peu. Et j'aimerais revenir sur un peu la genèse, c'est-à-dire que quand tu t'es lancé, donc très organiquement, comme tu le disais, est-ce que tu savais déjà que tu serais chef d'entreprise ? Est-ce que tu avais cette vision-là ? Pas du tout. En fait, je peux te dire, Lélie, mon ambition, c'était de pouvoir gagner ma vie, enfin survivre avec un métier que j'aimais. Voilà. Et de pouvoir vivre dans un monde peut-être esthétique qui pouvait me correspondre et exercer un métier vraiment dans lequel je pouvais m'exprimer en toute liberté. Et donc j'ai jamais pensé que j'aurais aujourd'hui 25 personnes avec moi et en fait je pensais même pas pouvoir avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir être chef d'entreprise, et je me vois toujours pas comme une chef d'entreprise en quelque sorte. Ah, c'est marrant ça. Tu te vois comment alors ? Alors je me vois plutôt comme quelqu'un qui crée et qui se fait accompagner. Voilà, par une équipe, ouais, c'est comme ça que je me vois plutôt. J'aime beaucoup ce terme d'accompagnement, il est fort pour moi parce que c'est vrai que c'est exactement ce que je propose aujourd'hui dans mes services. Mais je trouve ça très intéressant que tu aies cette même perception avec ton équipe, je pense que c'est assez rare.
Et ton équipe, justement, parlons-en, parce que c'est vrai que, tu le disais, il y a à peu près 25 personnes qui œuvrent à tes côtés. Et c'est une équipe qui est très éclectique. Pour toi, c'est important d'avoir cette richesse de profils, mais même de culture, comme tu es toi déjà très riche de plusieurs cultures, etc. Oui, parce que c'est vrai que depuis le début, tu sais, moi j'ai une formation d'architecte, tu le sais très bien. J'ai un parcours culturel, enfin même pas un parcours, j'ai une histoire culturelle qui est très variée. Et en fait, j'aime pas trop les frontières. Et donc, je suis passée de l'architecture à l'architecture d'intérieur. Et de l'architecture d'intérieur, j'ai commencé à travailler en tant que designer, mais aussi en tant que scénographe. Et puis finalement, j'ai ouvert ces vitrines qui sont finalement... Il faut que ça fonctionne un peu comme malgré tout, comme des lieux commerciaux. Et donc, je produis aussi. Donc, je suis un peu productrice aussi. Et donc j'aime bien faire tomber ces frontières qui étaient très présentes dans ces métiers dès que j'ai commencé, c'était vraiment très sectorisé. Et j'avais envie, moi, de faire tomber toutes ces frontières, mais non seulement dans les disciplines, mais également, en fait, géographiquement, puisque j'ai commencé à travailler d'abord aux États-Unis, puis au Mexique, puis à Hong Kong, en Australie. Et donc, je pense que j'étais une des premières à ouvrir ces portes. Et c'est très important pour moi. Et je dois dire que du fait des projets ou des collaborations qui me sont demandées aujourd'hui, j'ai besoin de m'entourer de gens qui ont une expertise dans différents domaines. Donc c'est aussi bien le design que le design textile, que l'architecture d'intérieur. Et puis parfois je prends des talents qui sont très ponctuels, qui ont d'autres spécificités. Mais je pense que c'est important de s'enrichir et c'est vrai que dans mon studio, j'aime bien aussi avoir des gens qui viennent non seulement de parcours, de formations différentes, mais aussi d'horizons différents. Donc je travaille souvent avec des Italiens, des Espagnols, j'ai une jeune fille libanaise, d'origine libanaise, polonaise, donc c'est très varié et je pense que c'est ça qui fait la richesse d'une équipe. Ouais. Et tu parlais donc d'expertise, donc évidemment quand tu recrutes, tu recherches des qualités techniques très spécifiques, mais à un niveau un peu plus large, qu'est-ce que tu recherches comme qualité humaine ? Alors les qualités humaines, c'est très important parce que il faut que voilà, une équipe, il faut que les personnes, enfin mes collaborateurs puissent s'intégrer dans une équipe. En fait, moi, je regarde l'équipe dans un ensemble et il faut que ça fonctionne. Donc, j'essaye de recruter dans ce sens. Donc, c'est vrai qu'il parfois il manque une expertise particulière, mais en même temps, j'aime bien avoir des personnes qui créent un lien, qui arrivent à créer un lien dans une équipe pour que ce soit sympathique en réalité. L'émulation. Oui, absolument. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est une de tes grandes qualités de chef d'entreprise, même si c'est pas trop un terme auquel tu t'identifies. Mais je dois dire que tu as vraiment cette force cette intuition de repérer les gens pour qu'ils puissent justement s'associer et créer cette synergie incroyable. Alors parfois, évidemment, il y a des erreurs de parcours, des erreurs de casting. Oui, bien sûr. C'est pas grave, c'est normal, exactement. Mais je sais aussi que tu t'impliques énormément avec les stagiaires, c'est-à-dire que tu recrutes pas mal de stagiaires et tu leur donnes beaucoup de temps de formation et souvent tu les engages après quand c'est quelqu'un qui a définitivement trouvé sa place dans l'équipe. Oui, en fait le stagiaire il n'est pas là pour faire des cafés. Ni pour faire des cafés ni pour avoir un emploi pas trop rémunéré, c'est pas ça, c'est l'idée de faire un test, de former des gens en sortant de l'école, de voir comment et s'ils peuvent s'intégrer dans une équipe. Et forcément,
c'est intéressant de recruter de cette façon-là, je pense. Et tu participes aussi pas mal à des jurys, un peu dans cette même lignée. Oui, tu aimes bien t'impliquer dans des écoles et des festivals, etc. Tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai que je suis très sollicitée pour les jurys. Que ce soit pour... je me souviens, j'avais été jury pour la Villa Médicis. Récemment, j'étais jury pour sélectionner des jeunes talents ou des talents tout simplement pour refaire les chambres de la Villa Médicis également. Mais j'étais présidente du jury pour la première présidente du jury en fait de la Villa Noailles pour Design Parade. Toulon. À Toulon. Et en réalité, une ou deux fois par an, je suis jury. Et en fait, c'est intéressant. C'est un exercice intéressant parce que au travers des projets qui sont proposés, on arrive à comprendre une sorte d'air du temps. On comprend les préoccupations de la jeunesse. On comprend on lit autre chose que le projet dans son entité. On arrive à avoir une lecture plus globale, si tu comprends ce que je veux dire. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, mais... Je comprends, mais je pense que c'est surtout toi. C'est-à-dire que c'est encore une fois cette intuition que tu as. Et je sais que tu aimes beaucoup t'entourer de jeunes, c'est pas du jeunisme, hein, mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que tu te nourris énormément de toute cette énergie et en effet de cette vision qu'ils peuvent apporter et qui te permet, toi, de te remettre assez perpétuellement en question aussi, j'ai l'impression. Oui, ben je suis pas discriminatoire dans plein... C'est-à-dire que j'aime autant bénéficier de l'expérience de quelqu'un parce que c'est vrai que les jeunes, il faut beaucoup les former avant de les... Mais en fait, il y a un côté assez malléable. Donc on peut les former à son regard et c'est intéressant pour moi parce que c'est vrai que dans nos métiers, on prend assez rapidement des sortes d'habitudes où on peut être répétitif et justement travailler avec... des gens qui sortent de l'école, ils ont un autre regard et ça c'est vraiment intéressant. Ils ont une autre technicité aussi parce que en réalité ils maîtrisent ces outils informatiques qui sont vraiment nécessaires à notre travail et donc ça c'est vraiment passionnant de voir à quel point ils sont aussi à l'aise avec ces outils que nous, on l'a été avec un stylo et un papier, donc c'est intéressant. Mais après, donc forcément, c'est les former, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, ils apportent aussi une énergie que j'aime beaucoup. Oui, et puis même aussi dans le fait d'être pas forcément là tout le temps, de savoir que c'est temporaire, c'est aussi une autre énergie finalement. Oui, mais c'est toujours un équilibre. C'est l'équilibre qu'il faut trouver parce que tu ne peux pas travailler qu'avec une équipe de jeunes, c'est pas possible. Donc c'est bien d'avoir une équipe un peu mixte. Et moi j'aime bien travailler avec des gens dans la durée aussi parce que se lie vraiment une complicité, un travail de collaboration assez... Et la confiance. Oui, il y a la confiance forcément, mais c'est comme, je sais pas, jouer au ping-pong avec quelqu'un. Quand tu as l'habitude de jouer avec quelqu'un, tu renvoies la balle de façon beaucoup plus facile. Et je crois que c'est très important. J'adore cette image. C'est vrai qu'on a toujours l'impression... J'aime beaucoup cette image de ping-pong. C'est vrai que c'est comme ça. Et au studio, les idées, elles fusent et elles rebondissent beaucoup. Voilà, ouais. Les idées fusent. Et puis, il faut savoir les attraper au vol. Voilà. Et tu parlais de travailler dans la pérennité. Et c'est vrai que dans ton équipe, d'abord, il y a ta sœur, Thora, qui est directrice financière, qui est là depuis le début. Oui. Tu as créé ta société à quelle date exactement? Alors, je connais l'année, mais il y a souvent... Non, mais parce que, en fait, il y a... Il y a deux dates. Oui, il y a 2 dates. Moi, j'aime bien dire l'an 2000 parce que c'est un chiffre rond, mais en réalité, c'est 1999.
Alors c'est aussi le titre d'une chanson de Prince, que j'aime beaucoup. Mais oui, et ma sœur a travaillé avec moi d'abord de façon ponctuelle, et puis au fur et à mesure des années, son rôle a pris un peu d'ampleur parce qu'il y avait de plus en plus de travail, et puis en réalité, elle m'accompagne depuis le début avec un rythme maintenant très complet. Et c'est vrai que autant que cette entreprise a eu une croissance organique, finalement les gens aussi, parce que comme tu le dis, Tora, elle a grandi aussi avec son rôle, parce qu'il y a eu beaucoup plus de choses à faire, et puis tout l'aspect de la vente avec le showroom notamment, etc. Je veux dire que c'est vraiment un rôle important, parce que en tant que créateur, je veux dire que si je devais être seule d'une part, mais surtout m'occuper de tous ces aspects financiers, je m'en sortirais pas. Et je dois dire que c'est un énorme poids qu'elle m'enlève, non seulement par la confiance que je lui donne, la confiance mutuelle en réalité, mais aussi un regard bienveillant sur toute l'organisation de tout ce qui est administratif, et c'est aussi énorme parce que en fait ça regroupe les ressources humaines, ça regroupe énormément de choses, et donc je la salue ce soir, aujourd'hui là, je la salue et je la remercie surtout. Mais c'est vrai que je pense que c'est un aspect très important, parce que pour beaucoup de créateurs indépendants, c'est dur de trouver peut-être le moment où on a besoin de passer ce cap, de s'associer, ou d'avoir des accompagnants justement, tu sais, d'investir aussi sur ça. En fait, moi j'ai su très tôt que c'était un des postes les plus importants. C'est-à-dire avant que Tora me rejoigne, je me rendais compte quand je me suis installée à mon compte que je passais la moitié du temps à remplir des papiers administratifs, et je pensais qu'une fois c'était fait, j'étais terminée, mais le lendemain j'avais encore d'autres papiers à remplir, et je me suis dit que en fait j'avais commencé par engager une collaboratrice, donc une architecte, pour m'aider, et elle faisait le travail de dessin, et c'est moi qui me tapais de faire tous ces papiers. Donc très vite, la deuxième personne que j'ai engagée, ça a été quelqu'un d'administratif pour gérer un peu tous ces aspects-là, qui sont en fait qui vous occupent beaucoup l'esprit en fin de compte. Et je dois dire que si j'ai fait ce métier créatif, c'est pas pour me retrouver à devoir gérer le quotidien administratif. En revanche, il y a des aspects, d'autres choix qui font partie des choix de développement, des choix stratégique. Enfin, pour moi, c'est une stratégie un peu organique, et ça c'est arrivé un peu comme ça, mais ça me convient bien aussi. Je fais des choix importants qui sont de l'ordre de l'organisation, en fait. Et après, le quotidien, j'arrive à le déléguer. Je suis bien entourée. Et donc, je suis contente de mon équipe. Et quand je vois que ça roule, évidemment, je délègue. En tous les cas, tout ce qui est la production, tout ce qui est la vente, toutes ces choses-là n'ont pas vraiment besoin de moi, même si aujourd'hui encore je programme, disons, les lieux, et je décide des changements qu'on va y apporter. La programmation du 29 rue de Bellechasse, on n'en a pas encore parlé, mais c'est ce Project Room, c'est ce dernier espace que j'ai ouvert. Donc c'est vrai qu'on parle ensemble des programmations. Tu sais, la rue Lascaz, c'est vrai, tu en parlais tout à l'heure, j'ai quatre lieux, mais réellement ça s'est fait de façon très organique, parce que ce sont des lieux qui se sont libérés dans la rue au fur et à mesure. Everything happens for a reason. Oui, et chaque fois je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir ce lieu, parce que j'ai pas envie d'avoir un voisinage qui me dérange. Je choisis mes voisins, c'est moi. Non, voilà.
Je me suis dit chaque fois, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce lieu, qu'est-ce que ça pourrait être. Et donc, le 29 rue de Bellechasse, même s'il n'est pas rue Lascaz, il vient ponctuer la rue Lascaz. Et c'est toujours un lieu qui m'a plu. C'est comme un cube, comme un aquarium. Et en réalité, j'avais envie d'un lieu d'expression libre qui pouvait me permettre non seulement de montrer des décors, d'exposer des nouvelles pièces, mais aussi de faire des scénographies, de convier des jeunes créateurs qui me plaisaient, qui viennent compléter mon monde, comme je l'ai fait avec les Crafties et Maximilien Pelé, comme je le fais, ou comme même d'inviter des galeries à l'étranger qui n'ont pas forcément de vitrine en France, comme je l'ai fait avec la galerie Carouane et que je vais le faire bientôt avec la galerie mexicaine Go Projects. Et je pense que c'est important de donner un relais à moi-même, mais aussi à des jeunes designers, à d'autres voix, comme une sorte de petite vitrine. Et donc, c'est pas la prétention d'une galerie, c'est pas forcément un lieu y a aucune contrainte commerciale en réalité. C'est juste pour le fan et pour pouvoir montrer la diversité peut-être la diversité des projets qu'on fait, la diversité aussi de ce monde du design. Et abolir les frontières, encore une fois. Et encore abolir les frontières. À la fin du mois, on va recevoir pour quelques jours la Villa Noailles qui fête ses 100 ans. Et donc, on fait une petite projection du film de Man Ray. Génial. Voilà, donc c'est formidable. Et voilà, donc on a une petite programmation qui se met en place. Donc ça, c'est quand ? Fin mars. Fin mars. Donc c'est juste avant que cet épisode soit diffusé. Et après, on présentera, je pense, des nouveautés. J'aime bien. Souvent, je dessine du mobilier un peu, pour des projets en particulier. C'est avant de rejoindre leur maison finale définitive, et font un petit détour par la rue de Bellechasse. Une escale. Voilà, une petite escale. J'adore. Je voulais rebondir sur cette idée d'équipe encore une fois, et juste par rapport à ton rôle, parce que c'est quand même ça qui est un peu prépondérant pour moi aujourd'hui, c'est de voir aussi comment tu as pu nourrir et grandir dans le leadership. Parce que je trouve que tu es vraiment une leader, même si je vois ta tête, tu fais un peu des... Moi, j'ai travaillé presque 9 ans à tes côtés, donc je le sais. Ouais. Et donc, ça a été un peu malgré toi. Quand je vois ton expression, c'est un peu... Oui, c'est un peu malgré moi. C'est pas la partie que je préfère d'être une leader, mais en tous les cas, il faut fédérer, il faut pouvoir s'entourer. Et j'essaye toujours justement de voir l'essentiel. Parce que je me rends compte que quand on a tendance, quand on travaille sur des projets, on a la tête un peu dans le guidon. Je pense que c'est important de fédérer, de pouvoir avoir un regard un peu plus distant. Voilà. Et de voir l'essentiel, d'avoir ce recul, savoir ce qui est important, ce qu'on a envie de dire toujours. Exactement. C'est quoi ta vision, etc. Et ça ne peut venir que de toi. Et je sais que ça peut être frustrant parfois pour un créateur d'être obligé de préciser sa pensée, parce que parfois c'est tellement instinctif en soi, enfin voilà, ça crie, et d'être obligé de poser des mots, d'expliquer à une personne qui en face ne comprend pas, ça peut être hyper frustrant. Et plus tu vas avoir une équipe grandissante, plus tu es amené à devenir leader, manager. C'est vrai, mais c'est pour ça que en fait, je dois dire que mon équipe à peu près la même taille depuis une dizaine d'années. Et je sais que ça, c'est la limite de
pour moi en tous les cas. Tu connais ma façon de travailler et tu sais que chaque projet, je suis très présente, en tous les cas, pour toute la partie créative et d'accompagner, en tous les cas, mes clients dans leur choix et dans la réalisation de ce projet. Je suis très présente, si bien que je peux pas me démultiplier à l'infini. Donc c'est vrai que j'ai trouvé une taille idéale qui me permet à la fois de rester suffisamment présente, libre et de pas devoir avoir une hiérarchie trop forte autour de moi. Mais ça, puisque justement c'est ta limite, c'est aussi la limite de ton business. Absolument. Mais en fait, le business, moi, j'aime pas trop ce mot de business parce que, en fait, c'est vrai que je fais un travail créatif qui est pas, je fais pas un travail d'artiste, mais le business, faut savoir pourquoi on fait les choses. Donc, moi, j'ai dit quand j'ai commencé mon métier, c'était de pouvoir m'exprimer tout en gagnant ma vie. Et ça, je pense que je l'ai réussi. Je fais ce travail au quotidien avec encore beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi. Et évidemment, je gagne ma vie et ça me va bien. Et tu fais gagner la vie de ton équipe aussi. Tu contribues. Enfin voilà, c'est très important aussi. Je travaille avec mon équipe, mais puis autour de mon équipe, je travaille avec un ensemble de fabricants, d'artisans, d'ateliers. Et évidemment, c'est important aussi. J'allais y venir justement parce que c'est vrai que je sais que pour toi, tout autant que cette relation assez pérenne avec les membres de ton équipe, c'est la même chose avec les artisans, fabricants avec lesquels tu travailles. Oui. Et je me souviens que ça a été très dur, même quand un de tes artisans a malheureusement dû mettre la clé, déposer le bilan. Ouais, et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, j'ai pas retrouvé ce lien de confiance-là unique. Oui, ce lien, mais aussi parce que c'était un artisan tapissier à proximité de Paris. Et c'est vrai que j'adore travailler avec le textile. Et trouver un atelier comme ça à proximité de Paris où à une demi-heure je pouvais passer une après-midi à travailler avec eux, j'ai pas retrouvé cette complicité en réalité. Mais peut-être que ça viendra, on verra bien. En revanche, c'est vrai que quand même la majorité de tes fabricants, fournisseurs sont en France. Donc pour pouvoir, oui, absolument. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est un réseau, oui, depuis le début, en réalité, c'était aussi par une histoire pour... en fait, comment fonctionne mon showroom, tu le sais, c'est du mobilier exposé et qui se vend, qui se fait à la commande. Donc on réalise une pièce après une autre. Donc c'est pas du tout une production en série. Ça me permet de pas avoir de stock. Et donc moi j'ai trouvé, et ça fait des années qu'on tisse des liens avec des artisans et qui fabriquent donc ce mobilier. Et donc pour moi c'est le plus facile, il faut avoir ce lien avec eux parce qu'on travaille avec eux, il faut pouvoir se rendre dans les ateliers, vérifier la production. Et donc c'est important pour moi que ce soit un réseau proche et de proximité. Et en même temps, c'est tout à fait dans l'air du temps, je pense. Voilà, c'est aussi un souhait économique, c'est un souhait écologique, et tout ça fonctionne dans un petit cercle vertueux, je dirais, comme une sorte de petit écosystème. Alors voilà, nous y voilà, parce que j'adore ce terme d'écosystème que tu revendiques, et c'est vrai que tu as créé cet écosystème. Alors, on parlait donc tout à l'heure, tu as donc un studio de création, un showroom de mobilier, une boutique de petits objets, la Project Room qui est cet espace d'expression libre à mi-chemin entre une galerie et une boîte. Et en fait, tout est fait, c'est-à-dire, voilà. Oui, tout est pensé, créé en France, dans la rue Lascaz, produit en France,
vendu et distribué rue Lascaz. Et en fait, une activité alimente l'autre, soutient l'autre. La communication aussi. Et la communication. Et en fait, ça reste... j'adore l'idée d'être extrêmement local dans cette petite rue et de pouvoir avoir un rayonnement un peu international, il faut le dire. Et voilà, je trouve que... en tous les cas, moi, ça me correspond bien. C'est d'avoir cette... en fait, il y a une sorte d'intimité dans la rue. Lascaz, c'est friendly et facile. Et voilà, j'y travaille bien, puisque j'arrive à grâce aussi aux réseaux sociaux aujourd'hui, à avoir une voix qui porte dans mon métier. Alors, avant d'aborder la question des réseaux sociaux, qui est très, très importante, tu parlais de rayonnement international. Et alors, tu as depuis des années un partenariat avec Ralph Pucci aux États-Unis. Oui. Et c'est vrai qu'en revanche, tu n'as pas de boutique, de showroom ailleurs dans le monde, autre que rue Lascaz. Et ça, c'est un choix. Oui, c'est un choix parce que mon métier est en réalité un métier de... Enfin, moi, je considère que mon métier, c'est un métier de création. Et c'est pas... j'ai pas d'ambition de devenir une grande commerçante. Voilà, c'est un autre métier pour moi. En tous les cas, moi, j'ai pas l'énergie de le faire aujourd'hui, de me dire tiens, je vais ouvrir à New York, je vais conquérir le monde commercialement. C'était pas mon ambition. Mon ambition, c'était que ces vitrines représentent un travail qu'on fait au studio, de pouvoir le montrer au monde, qu'il soit accessible, que la rue Lascaz devienne une sorte de destination. Et j'ai à mon niveau, j'ai peut-être réussi ça. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir une rue, de ne pas avoir une immense boutique. J'aime pas forcément le... C'est pas clinquant. Voilà, ça reste à mon échelle et une sorte de modestie que je trouve juste pour moi. Et c'était pas non plus ton modèle économique d'avoir énormément d'autres points de vente ou même alors tes produits sont distribués dans quelques points de vente très très sélectionnés, mais c'est vrai que par la fabrication très artisanale, c'est de l'artisanat d'art, de luxe, enfin voilà, ce sont des produits où tu fais pas des marges de dingue comme dans la fast fashion par exemple, et donc où tu ne peux pas non plus te permettre de vendre partout. Vrai. Il y a cet aspect-là, Lily, mais il y a aussi la limite, la capacité de production de mes artisans. Donc je préfère qu'on vienne à moi plutôt que d'aller vers les autres. Je veux dire, j'existe, je suis là, je suis contente de produire. En fait, je cherche pas la quantité nécessairement. Je cherche pas à surproduire. Je pense qu'aujourd'hui, les modèles changent, en fait, et il faut savoir après quoi on court. Donc moi, je préfère passer du temps à réfléchir à des projets que je fais ou à développer des nouveaux modèles qui peuvent m'intéresser, plutôt que de passer mon énergie à développer un réseau commercial qui... il y a suffisamment de production dans le monde en réalité. Ce monde de l'industrie, cette industrie de la maison a tellement changé depuis que j'ai commencé mon métier. Et il suffit d'aller faire un tour à Maison, tous ces salons à Maison et Objets pour voir la production, la surproduction qu'il y a. Donc il faut savoir aussi rester humble et se dire bon, voilà, j'ai fait ça, ça existe. J'essaye de le faire avec des produits de grande qualité, des artisans qui ont des talents incroyables, de faire en sorte que tous ces savoir-faire soient montrés, utilisés et qui puissent perdurer. Et déjà, je pense que c'est beaucoup. Ouais, bravo.
Et cette humilité, je trouve qu'on la retrouve justement dans ta page Instagram. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Tu as plus de 300 000 followers aujourd'hui et c'est toi qui gères toute seule ton compte Instagram. Alors récemment, vous avez ouvert le compte India Madhavi Édition. Mais toi, voilà, le @IndiaMadhavi, c'est toi toute seule. Ouais, c'est moi toute seule. Je dois dire que j'ai un petit peu ralenti avec le rythme des posts, etc. Parce que j'ai moins le temps. Et en fait, la surenchère du post et la surenchère, ça commence à me... te submerger un peu. Ouais, me submerger. Et puis, je pense qu'on est dans un moment où on peut avoir un peu d'humilité. Voilà. Et je pense que c'est aussi avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des choses tellement graves qui se passent, c'est que c'est compliqué de savoir comment tu as envie de communiquer. Parfois, tu dis, est-ce que je montre ma nouvelle chaise? Est-ce que je communique là-dessus ou est-ce que... Voilà, c'est compliqué. C'est vrai. Et cet engagement, on l'a vu sur ton compte en story depuis les événements, notamment en Iran, puisque tu es d'origine iranienne. Posté, et c'est vrai que tu en as un peu parlé. Et je comprends ces difficultés qu'on peut ressentir. En fait, au début d'Instagram, ça t'amusait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait justement cette légèreté, puis il y avait pas encore les lois de l'algorithme, voilà. Donc, c'était beaucoup plus en fait, fun. Oui, il y avait un truc très frais. Et comme envoyer des cartes postales à ses amis. J'adore l'image. Et même il y avait une chose qui m'intéressait, c'est pendant ce temps-là. C'est-à-dire que on pouvait faire une chose dans ce monde-ci, et puis tout d'un coup, pendant ce temps-là, il y a tellement autre chose qui se passait ailleurs. Et c'était une façon de regarder le monde que je trouvais intéressante. Et là, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements qui se sont ajoutés que j'ai un peu, pas décroché, mais ralenti. Ouais, j'ai un peu ralenti. Ouais. Et c'est aussi pour ça que ce compte India Madhavi Édition, il peut prendre le relais un peu plus indépendamment de ta personne. Ouais. Ça, c'était important pour moi, c'était de pouvoir mettre un tout petit peu de distance entre moi et mon studio. Et ça, je sais que c'était une des questions que tu voulais aborder. C'est que quand on a un studio qui porte son nom, on est cette personne. Et c'est compliqué de donner un peu de distance aux choses. Oui, c'est en effet une question que je trouve fondamentale dans tous vos métiers de créatifs. C'est comment je m'appelle, est-ce que je garde mon nom ou est-ce que je prends un nom, je crée un nom de studio, etc. Et je sais que toutes les personnes avec lesquelles je travaille se posent régulièrement ces mêmes questions. Et donc, toi, tu t'appelles India Madhavi, c'est le nom de ton studio. Le nom de la société est un peu différent, mais comment tu as pris cette décision? Est-ce que tu t'es posé la question ou même pas? Si, je me suis vraiment très clairement posé la question. Et au début, j'ai créé ma société qui porte pas le même nom que moi, justement pour mettre pour différencier, pour pouvoir garder mon nom. Si un jour je venais à vendre mon entité, mais en réalité, c'est vrai que j'ai un nom qui est assez marquant. Qu'on a du mal à orthographier. On a du mal à l'orthographier, mais en tous les cas, c'est un nom qui a une sonorité exotique et qui m'a, je pense, servi. Et donc, je l'utilise depuis. Maintenant, c'est difficile de m'en séparer. Et donc, j'ai une difficulté à différencier la personne India Madhavi de mon entité, de cette organisation que j'ai créée. Et pourtant, et je pense que le nom est très important pour ça. C'est-à-dire que j'aurais dû, à un moment donné, pour avoir cette distance, il faudrait pouvoir il faudrait que je change de nom. Voilà, il faudrait que j'ai une société qui ait un nom différent.
Bah oui, mais là, c'est trop tard. C'est trop tard, hein, voilà, C'est clairement. jamais trop tard. Ou alors, c'est vrai. c'est moi qui vais me trouver un autre nom. Un pseudonyme Oui, dans par la vie exemple. courante. J'adore. Tu prends ton deuxième prénom et puis le nom de ta maman. Voilà. Voilà, ça y est, on l'a. Ok. Et alors, tu parlais de peut-être le jour où tu veux vendre. Alors ça, c'est aussi une vraie question, j'imagine, qui se pose assez vite. Ou est-ce qu'on l'occulte? Mais encore une fois, plus tu avances dans ta carrière, plus tu dois te poser cette question de legacy. Oui. Qu'est-ce que tu laisses? En plus, tu as un fils, donc Miles, dont tu parlais. Qu'est-ce que tu laisses? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose évidemment avec l'âge avançant, et je pense que j'ai encore quelques années devant moi pour décider de qu'est-ce que je veux laisser et à qui et comment. Je pense que Miles a cette possibilité, il choisira lui dans quelques années, mais il me semble que on voit des exemples, Christian Lègre a été racheté. Moi, pour l'instant, j'y pense pas trop. Je sais qu'en tous les cas, toute mon activité commerciale peut avoir une vie indépendante de la mienne, peut continuer parce que ce sont des modèles, des dessins qui existent, qui peuvent être produits ailleurs, qui peuvent avoir une autre vie. Et tu serais OK avec ça? Je n'en sais rien. Je pense qu'il faut que je décide à un moment donné. Si je décidais de vendre, par exemple, je déciderais de faire complètement autre chose ou d'avoir une vie complètement différente. Je pense que j'ai pas envie de rester à cheval. J'aurais pas envie de rester à cheval. Mais c'est marrant parce que quand on commence, on pense pas à ça. On pense pas forcément à ça. En fait, on devrait presque se poser la question dès le départ, non? Mais oui. Parce que ça peut tellement avoir d'impact sur nos prises de décision. Exactement. Ouais. Ah ouais. Et la prise de décision, toi, tu trouves que c'est... Parce que je sais que tu as tellement d'intuition et d'instinct, enfin, tu fonctionnes beaucoup comme ça, encore une fois, toute cette croissance organique, etc. Est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être fait des erreurs stratégiques, justement, dans toute ta carrière ou non? Mais ça dépend de ce qu'on appelle des erreurs stratégiques, tu vois, parce que ça dépend de tes ambitions. Donc, si j'avais voulu conquérir le monde commercialement, je te dirais oui, je fais des grosses erreurs stratégiques. Mais si j'avais voulu développer une carrière de création comme je l'ai fait, je pense que j'en ai pas fait. Voilà. Je peux te dire, peut-être la seule erreur stratégique que j'aurais pu que j'ai faite, mais en même temps, on vient d'en parler, c'est est-ce que j'aurais dû donner un nom différent du mien? Ça m'aurait permis d'avoir cette espèce de distance, parce que India Madhavi, c'est pas que moi, c'est toute une équipe derrière moi, et je trouve que c'est pas très juste moi de porter ce drapeau. Je le porte, j'en suis fière, mais je représente un ensemble de personnes qui travaillent à mes côtés. Et je pense que si j'avais un nom qui était un peu plus neutre, qui portait pas le nom d'une personne en particulier, ce serait plus juste, et ça me permettrait moi d'être une intervenante avec cette distance. Mais est-ce que tu penses que si ton studio s'appelait autrement, il y aurait autant ce sentiment d'être fédéré autour de toi? Non, le studio c'est une chose, mais ce que j'entends c'est toute l'activité. Oui, bien sûr. En tous les cas, mais est-ce que tu crois qu'une marque, pardon, je t'interromps, est-ce que tu crois qu'une marque a autant de valeur profonde et d'ancrage que si elle porte le nom de son créateur? Absolument, parce que tu vois, regarde, il y a des bureaux en Italie, il y a les Dimoré, ils portent pas leur nom, mais c'est une entité, il y a Forma Fantasma, il y a beaucoup de bureaux qui portent des noms autres que les... Mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé, c'était vraiment
euh, ce qui se faisait, c'est de porter le nom du créateur. C'est ça. Et je pense que c'était une façon de se différencier, de se présenter. Et puis, tu étais quand même une des rares femmes à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, je pense que c'était important aussi de le revendiquer. J'étais une des rares femmes, mais aussi j'avais un parcours comme ça. J'étais comme une sorte de fleur exotique. De fleur exotique qui venait s'installer dans ce paysage très français. Et très masculin. Ouais. Avant de te poser ma dernière question, j'aimerais revenir sur une des choses qui nous lie grâce à ton sens de l'humour, c'était Quote of the Day. Parce que c'est vrai que quand j'étais au studio, j'avais toujours une oreille qui traînait dans chaque pièce, hein, et je chopais tout ce que tu pouvais dire, un peu ce que j'appelais donc tes quotes of the day, donc tes citations du jour, du moment. Je dois dire qu'il y a vraiment des pépites. J'en ai fait 8 tomes, je crois. Oui, c'est vrai. Et je suis très heureuse que Laure Céleste ait pris le relais. Ouais. Et alors, il y en a qui étaient très drôles, il y en a qui sont censurés, et il y en a d'autres qui étaient très profondes aussi. Et j'aimerais en citer 2. Ouais. La première, c'est un moment où tu étais au Japon, en voyage, et tu m'as dit, tu sais Lily, il n'y a rien de plus beau que la vérité. On était au téléphone et j'ai fait une pause et je me suis dit, waouh, mais c'est vrai, c'est tellement deep, quoi. Et sur le moment, on a rigolé, évidemment, comme à chaque fois, parce que j'étais au quote of the day, mais c'est vrai que je trouve qu'on ressent tes valeurs profondes dans cette phrase. Pour moi, tu as une intégrité qui est vraiment importante, et cette sincérité, et finalement, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de gratuit. Tout est hyper pensé, hyper conçu. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a du concept, une vision, et que ce soit un projet ou un objet, voilà, il y a tout ça derrière. Merci Lily de me dire ça, mais c'est vrai que j'ai des fulgurances de petites phrases, mais qui restent aussi très légères et très spontanées, je dirais. Tu te souviens de ce moment au Japon ? Oui, absolument. Quand on parle de la beauté, c'est vrai que c'est toujours beau quand on est sincère, quand il y a une sincérité, et que faire des choix, s'ils sont pensés, s'ils sont... Oui, exactement ça, s'ils sont sincères. On peut discuter leur aspect esthétique, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tous les cas, ils ont cette vérité qui les rend justes, qui les rend belles. Et ça, c'est objectif. Ça n'a rien à voir avec la subjectivité qu'on peut chacun ressentir vis-à-vis de l'esthétique. Et alors, la deuxième citation, là, c'était un jour où on était dans ton bureau. Ça faisait à peu près 3 ans que je travaillais avec toi, donc c'était au début de notre collaboration. Et on était un peu dans un moment de tension, d'incompréhension dans notre relation. Voilà, ça arrive très souvent, hein, c'est normal. Surtout à ces postes stratégiques. Hein. J'étais office manager, donc c'était voilà, je coordonnais tout et un peu tout le monde. Et tu m'as dit, mais tu sais Lily, toi tu es un carré. Et moi, je suis une forme organique. Tu peux pas demander au carré, tu peux pas demander à la forme organique de rentrer dans le carré. En revanche, c'est au carré de s'adapter et de s'agrandir pour accueillir la forme organique, en faisant les gestes, etc. Encore une fois, on a beaucoup ri sur le moment, heureusement, parce que cet humour, il permet toujours de prendre le recul. Ouais. Mais en fait, ce jour-là, India, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai d'abord compris, toi, je pense, enfin. Et j'ai surtout compris mon rôle, et ça, c'est devenu un des fondements de ce que je fais moi aujourd'hui, maintenant, avec tous mes clients qui sont tous différents, tous des hypersensibles, évidemment. Et cette force d'adaptation, mais tout en restant un carré, c'est-à-dire que tout en restant ce cadre. En fait, toi, tu donnes du carré au rond. Ouais, oh, c'est beau. Voilà, c'est ça que tu dois te dire. Et c'est une façon de... oui, tu donnes un soutien, un support, une structure à toutes ces pensées qui sont un peu plus organiques, qui sont plus libres, qui sont plus rondes, qui prennent des formes. Et on n'est pas qu'une chose, on est toujours pluriel, Lily, parce que un jour on a envie d'être carré, l'autre jour on a envie d'être rond. Et les choses évoluent et on ne peut pas savoir
on n'est jamais fixe, non, on est c'est ça qui est intéressant avec les êtres humains, c'est de la matière humaine, ça évolue tout le temps, et on cherche toute sa vie à se connaître soi-même, non? Ouais. Et pour terminer, je vais te demander, c'est la question signature de ce podcast, ton dernier mot, dans la langue de ton choix. Quel est ton mot préféré? Alors, je ne sais pas si j'ai un mot préféré. Je regardais cette question hier et je dis, mais alors qu'est-ce que c'est mon mot préféré? Je sais pas. Et puis, finalement, je me suis dit que j'allais, quand j'étais jeune, très jeune, j'avais inventé un monde imaginaire et qui était le monde de tous les possibles. C'est comme une sorte d'utopie. Et ça s'appelait Palapim Sosak. Donc je termine là-dessus, chère Lily. Bravo, merci beaucoup India. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.